Nightmare et ma petite Madeleine de Proust, cœur fondant aux lames de rasoir. Mon lien avec ce film est irréplicable, celui de l'avoir découvert à un âge où je confondais encore le réel et la fiction. Pendant des mois, une peur démesurée me rongeait. Car pour la première fois de ma vie, le monstre n'était pas mort à la fin du film. Cassette terminée, Freddy comme libéré dans la réalité. Je ne voulais ni dormir de peur de mourir, ni rester éveillé à penser à son visage brûlé. Aujourd'hui j'en ris, hier j'en pleurais. Combien d'enfants de Springwood sommes-nous? Et vous, en êtes-vous un? Pourquoi Freddy est si proche de son créateur? À mes yeux, il y a un lien qui réduit et brouille davantage la frontière entre la fiction et la réalité, nous rendant tout proche de Freddy. Ce sont les éléments constituant Freddy qui sont étroitement liés à son réalisateur Wes Craven. Nous allons les énumérer. Parlons à présent de la tenue vestimentaire de Freddy, créée par le grand couturier Wes Craven. Lorsqu'il était enfant, en pleine nuit, le petit Wes vit un homme coiffé d'un chapeau, mais il l'avait terrifié car il le fixait avec un regard malsain, et ainsi ce trauma finit sur la tête de Freddy. Ce chapeau me renvoie au Borsalino et donc au sérieux des mafieux, rappelant le côté dangereux et assassin de Freddy. Cet outfit, accompagné d'un pantalon et de chaussures noires, apporte une cohérence vestimentaire et un peu de normalité, venant équilibrer et contrebalance avec le côté criard de son pull rayé rouge et vert vintage. Mais qui, lui, ce pull est fortement représentatif de son humour noir et de sa macabre ironie. Une nuit, David Miller, le maquilleur, mangeait une pizza pepperoni et ainsi est né le visage de Freddy, lui laissant accès à toutes ses expressions faciales sadiques, fondues sur son visage calciné. Cette laideur involontaire reflète sa psyché détraquée et malaisante et recherchée, bien plus riche qu'un masque de hockey inexpressif. De plus, ce qui est grandiose, c'est que cette caractéristique emblématique lui est causée par la vengeance des parents de Springwood, créant un lien puissant et indélébile entre les personnages. Ces imbrications apportent une cohérence organique et plus de consistance à l'œuvre, je trouve. Craven savait que regarder du rouge et du vert côte à côte crée un sentiment d'inconfort visuel. Ainsi est né le pull de Freddy. En plus de cela, les couleurs rappellent la joyeuseté de Noël, les petits lutins, tout ça, tout ça. Mais ici, elles appartiennent à Freddy, créant ainsi un effet de dissonance cognitive. Une bite plus pour troubler le spectateur. En me penchant sur la symbolique de ces couleurs, et le film étant lié au christianisme, je me suis aperçu d'une drôle de coïncidence. Le vert est symbole d'éternité, et qui est éternel sur Elm Street, tandis que le rouge représente le sacrifice du Christ, et Freddy portant lui le sang de tous les innocents qu'il a tués, avec son torse dégueulasse rempli d'âmes tourmentées. C'est une interprétation personnelle, mais accordez-moi-le, c'est pas dénué de sens. Mesdames, messieurs, passons à présent à l'arme de prédilection de Freddy Krueger. Cette arme n'est d'autre qu'une griffe, mais elle est liée à une peur ancestrale que nous avions tous, peur universelle, celle d'être déchiqueté par un animal sauvage. Et quoi de plus sensé que d'octroyer à Freddy une arme de prédateur? De plus, cette arme est emblématique car c'est pas un banal couteau avec lequel on peut tuer ou faire de la cuisine. Non, quand on la voit, on sait à qui elle appartient et on sait ce qu'il en fait. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le côté maléfique de l'objet. Il l'est. Freddy fait sa petite tambouille dans la chaufferie. Il assemble intelligemment son gant, sans pulsion meurtrière, affûtant lentement ses griffes, préméditant ses crimes, entrecoupés de respiration de gros porcs, présentant ainsi le personnage comme ce qu'il est vraiment, un prédateur, offrant ainsi de la consistance au personnage et donnant une scène des plus mémorables, l'ouverture du film. Parlons à présent de l'affaire Mark Martin. Wes Craven l'a bien confirmé, Freddy devait être à la base un pédophile tueur d'enfants. Cependant, cette affaire-là a éclaté aux États-Unis. Craven a donc décidé de mettre cette part sombre-là du personnage, mais de manière très implicite. Par des répliques de Freddy, comme «Ton petit ami, c'est moi maintenant, Nancy». Putain, on dirait plus Stallone que Freddy, mais bon. Et aussi avec la célèbre apparition de son gant dans la baignoire. Le remake de 2010, qui a au moins le mérite d'avoir fait la lumière sur cette part d'obscurité. De plus, j'adore la scène quand Freddy se fait poursuivre par les parents.
Ce flashback dépoussiéré à la sauce 2010 est l'un des rares points forts du remake. Mais bon, reprenons, je m'égare. Pourquoi Freddy est si proche de son spectateur? Il est impossible de rester éveillé indéfiniment. Donc on est condamné à l'affronter, dans le monde des rêves. On peut ni courir ni se cacher comme face à un autre tueur. Freddy, c'est le digne représentant des mauvais rêves. Et donc, de manière consciente ou inconsciente, on va naturellement l'associer à une crainte qui nous habite tous, celle de nos cauchemars. Pour moi, ça lui donne une place beaucoup plus haute par rapport à d'autres monstres sur l'échelle de la peur. De plus, et par rapport au sommeil, on doute sur l'éveil ou le sommeil des persos. Ça maintient une tension, parce qu'on se dit est-ce qu'ils sont à la merci de Freddy? Et je trouve ça brillant. Et en plus, ça renvoie à nos vies, parce que c'est arrivé à combien d'entre nous de se poser la question est-ce qu'on est en train de rêver ou est-ce qu'on est réveillé? Et du coup, Freddy, il est très proche du réel. Et plus ça nous parle, et plus ça peut être effrayant vu que ça nous parle en fait. Pourquoi Freddy est un monstre si reconnu et apprécié? L'origine réelle des pouvoirs de Freddy. Dans les années 70-80, en fait, il y a plusieurs enfants qui ont été des traumatisés de guerre et qui sont morts dans leur sommeil. Ils se plaignaient de cauchemars absolument terrifiants et l'un d'entre eux a même essayé de cacher une cafetière dans un placard pour ne pas dormir. Ça vous rappelle quelqu'un? Du coup, l'idée magique de Freddy est née comme ceci dans l'esprit de Wes Craven. Mais par la suite, comment est née l'idée de Freddy dans la tête des enfants d'Elm Street? C'est l'origine magique des démons du rêve. Trois créatures maléfiques, les démons du rêve, ont accordé des pouvoirs fantastiques à Freddy lorsqu'il était en train de mourir, brûlé dans la chaufferie par les parents. Un passé magique lui est donc accordé. Cette dimension fantastique étoffe le lore de Nightmare, avec un panache mythologique. Et en parlant de mythe, il a quand même sa propre comptine. Et cette comptine rappelle One Chu Buckle My Chu, la même mélodie enfantine, mais contrastée avec des paroles très effrayantes. Et ces paroles très effrayantes, comme 1-2 Freddy va te couper en deux, c'est comme si, étant donné que c'est chanté par des enfants, comme s'ils avaient eu accès à quelque chose qui, malheureusement, ne leur était pas destiné. Mais là, ils sont obligés de s'y confronter. Et donc on la chante pour faire attention aux croque-mitaines. Parce que malheureusement, dans cette chanson, cela résume tout le côté dramatique de cette œuvre. Cette connexion malsaine entre Freddy et les enfants. L'onirique permet de donner des scènes de meurtre visuellement bien plus originales car irréelles que celles produites par un simple boogeyman qui marche et qui chlasse des gens. Je salue l'inventivité des autres volets présentant des morts oniriques de haut vol. Je salue les tendons de fil, la marionnette humaine. Sheila vidée comme une bouteille d'eau par un baiser de Freddy assoiffé, ou encore Marc aspiré dans une BD en 2D et déchiqueté comme du papier. Mais il y a un mais. Pourquoi je préfère le premier volet? J'apprécie dans les films une part sombre, une part réaliste. Mais pas trop non plus, après je suis dans le dégoût. Commençons par la mort de Glenn. Lorsque Glenn il est broyé par Lee, comme dans un mixeur, la pièce elle pouvait tourner entièrement sur elle-même, réellement. Et du coup le caméraman il s'est retrouvé la tête en bas, etc. Et afin de nous donner une bonne déferlante de sang, faite naturellement grâce à la gravité, ils ont utilisé un effet pratique. Aucun effet numérique n'a été utilisé. Et lors du montage, on a eu droit à un geyser jaillissant au plafond. Cette scène, elle est pour moi immortelle. Les courbes du sang, elles se répandent naturellement. Elles surpassent tous les calculs numériques tentant d'imiter la mécanique des fluides. Les effets numériques renvoient au faux. C'est une tentative d'égaler le réel. Et même lorsqu'ils sont bien faits, malheureusement, je sais éperdument qu'ils sont présents. Et il est le mensonge qui me sort du film. Et la Mortina, parlons-en de la Mortina. Elle virevolte dans tous les sens comme une balle de ping-pong, rampant au plafond, projetant Rod contre un mur, avec son propre corps tel un objet, hurlante et ensanglantée, si facile à déplacer pour Freddy. Ça le rendait si fort, si présent dans le réel. Où la magie du tour de chambre à l'envers est encore une fois si bien exploitée, loin de la 3D. Gloire à la vérité des effets pratiques, gloire à cette équipe talentueuse. Pourquoi est-ce qu'on s'ennuie pas dans ce film? Il nous propose une vraie intrigue magique. Il nourrit copieusement et graduellement le spectateur d'éléments fantastiques. Les déchirures de la chemise de nuit de Tina, la brûlure sur le bras de Nancy, la plume qui vole dans sa chambre après l'avoir affrontée, Nancy qui ramène le chapeau de Freddy, puis Freddy lui-même dans la réalité. Tous ces éléments-là,
Ça mène à l'existence magique de Freddy, et du coup ça infirme la folie de Nancy. De plus, ramener Freddy dans la réalité l'affaiblit. Et tout comme le fait de parler de ses cauchemars à ses proches dans la réalité, nous qui en avons, ben ça peut les rendre moins impressionnants. Encore une fois, le fantastique de Freddy est doté d'une logique réaliste et psychologique fort intéressante. Pourquoi je trouve le film si sincère et vrai? Le film lance plusieurs questions auxquelles il aura l'audace de répondre avec une belle cohérence. Je me souviens avoir découvert avec effroi que chaque enfant d'Elm Street ont rêvé du même homme Freddy, l'annonçant au compte-gouttes, un peu gêné pour certains et terrifié pour d'autres. Comment ont-ils pu tous rêver de cet homme sans le connaître? Mais si, ils le connaissaient. Il était bien là, dans le coin de leur tête, ce traumatisme enfoui qui ressurgit, victime des sévices de cet homme des années plus tôt. Cela me donne beaucoup d'empathie envers les personnages, je trouve. Envers les enfants qui ont subi ces sévices, et d'autre part, envers les parents qui portent le poids d'un crime dont la moralité de cet acte est ma foi discutable. Qu'auriez-vous fait, vous, face à un vice de procédure, sachant que cet homme était coupable? Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous capable de brûler un assassin d'enfants dans une chaufferie? C'est pas rien, il faut vivre avec. Wes Craven, il a réussi à instaurer de l'empathie envers des personnages, et c'est plaisant. Commençons par Tina. Tina, elle se réveille transpirante dans son lit en ayant échappé à la mort. Elle reprend ses esprits face à une mère qui lui propose de plus faire de cauchemars. Merci maman, accompagnée d'un homme très gênant qui en a totalement rien à foutre de Tina. Il veut juste baiser lui. J'apprécie Nancy parce qu'elle est incomprise. Sa mère, elle se noie dans l'alcool pour oublier les crimes atroces qu'elle a commis avec toute sa petite équipe. Et elle lui met tellement de bâtons dans les roues qu'elle a bien failli la tuer, en lui disant continuellement d'aller au lit, à l'enfermer, à tenter de la sédater, à l'inciter de faire comme elle, hein, c'est-à-dire faire la technique de l'autruche en buvant de l'alcool. Du coup, Nancy, elle l'a dit clairement, elle ne veut pas dormir. En fracassant la bouteille d'alcool de sa mère, elle veut juste la vérité. Nancy, traumatisée, elle vient de voir son ami mourir. Qu'est-ce qu'il trouve d'autre de mieux à faire? Son père, c'est de regarder son ex-femme en disant «Qu'est-ce qu'elle foutait ma fille là-bas? T'es irresponsable». L'empathie que j'ai envers Nancy, c'est grâce à tout le délaissement de ses parents. Ça lui met une charge encore plus importante sur les épaules et du coup je la trouve encore plus forte. Parlons de Rod, c'est un homme impulsif et bagarreur, ok. Il a mis le meilleur spire de toute la vie à Johnny Depp et je sais même pas comment il a fait Pirates des Caraïbes derrière, mais il est au cœur tendre. Il se confie à Tina sur l'oreiller à propos de son mauvais rêve, lui aussi, qu'il a fait. Et ce grand gaillard, il a été impuissant face à la mort de sa bien-aimée. Et on le voit qu'il l'aimait. Et ça me renvoie à l'effroi que j'avais eu en voyant dans un film où, même le plus viril du groupe, et bah, il s'en sortait pas, hein, avec sa grosse moustache là. En plus, Freddy l'a pendu dans sa cellule. Et pour tout le monde, il sera le meurtrier de Tina, sali à jamais. Comment ne pas avoir de la compassion pour cet homme, nous sachant la vérité? Passons à Glenn, le petit amoureux de Nancy. Il lui caresse les cheveux et lui tient ses livres pour aller à l'école. Il est très agréable. Glenn n'a pas écouté Nancy, il ne l'a pas cru. Il s'est endormi et elle a failli mourir. Cela le renvoie au personnage sceptique. Il n'était pas vigilant, mais Glenn est mort à cause de son père, qui n'a pas voulu écouter Nancy et l'a passé au téléphone. Cela me rappelle à quel point, lorsque nous sommes jeunes, on ne nous écoute pas pour des choses qui sont parfois sérieuses. Un peu d'écoute et de liberté, c'est bien à un moment dans la vie des jeunes. Ce qui consolide aussi leur lien, ce sont les moments de vie qu'ils passent ensemble. Lors de la petite soirée entre amis, où ils viennent soutenir Tina à cause de son cauchemar, cela montre de la sympathie envers eux. En plus, cette petite soirée sur un canapé à discuter renvoie à une vie simple qu'on peut tous avoir. Glenn est drôle avec sa cassette d'effets spéciaux, comme Tina quelques scènes auparavant avec sa blague sur la taille du pipou de Rod dont le prénom ne tiendrait pas dessus. Lorsque Rod leur fait peur dehors, ils sortent tous ensemble et se tiennent blottis les uns contre les autres. Et cette solidarité est tout à leur honneur. C'est un ensemble de détails, mais qui font d'eux, je trouve, l'un des groupes les plus soudés et attachants du cinéma d'horreur. Comment le fantastique est mis en scène dans le film? Il y a un passage entre le réel et l'onirique qui est fait par la couleur. Lorsque Tina rêve, il y a une teinte bleutée sur son visage, symbolisant le monde du rêve. Et cette couleur
Elle est extrêmement présente. Elle entoure la vie de Nancy. Même éveillée, elle est sur son oreiller, dans la baignoire, ses boucles d'oreilles, les murs. Elle renvoie constamment au monde du rêve. Donc, à Freddy. Comme pour symboliser que Freddy reste une menace constante. Même en plein éveil, cela rappelle que le problème il n'est pas résolu. Le passage du bleu, symbole de la nuit, au rouge, et celui de la chaufferie, et au cauchemar de Freddy, là où il a cramé, là où il est mort. Et du coup, ça donne une esthétique que je trouve très appréciable. Et il y a d'autres éléments qui sont mis en place pour qu'on se sente glisser vers le monde du rêve. On va passer à ma scène préférée. Oui, je l'ai appelée la petite sieste. C'est lorsque Nancy elle est à l'école et que sa pote Tina elle vient de mourir. Elle commence doucement à s'endormir et son camarade de classe lit et sa voix se déforme, elle devient lointaine. La musique apparaît et pouf, elle rêve. On voit Tina dans un sac mortuaire, les élèves sont figés en classe, elle suit une trace de sang énorme, le sac mortuaire qui se traîne seul. Ne pas voir Freddy traîner le sac rend la scène encore plus glaçante je trouve. Et voir Freddy aux allures de surveillante avec un pull propre, c'est dérangeant accompagné de son humour et des feuilles mortes volantes dans le couloir. Ça renvoie à ce qui est pour moi un cauchemar bien dosé. Assez d'étrangeté, mais avec assez de sérieux, sans passer la borne du comique ou bien du trop original. Voilà pourquoi c'est ma scène préférée celle-ci. Ce que j'adore aussi dans la construction du fantastique dans ce film, c'est les frontières qui sont brisées, cette symbolique-là, où Freddy, par exemple, il jette des pierres et il fend la vitre de la fenêtre de la chambre de Tina, comme pour symboliser le fait qu'il s'était introduit dans son rêve. Et par la suite, au milieu du film, lorsque Nancy est en train de rêver et qu'elle s'est réfugiée dans sa chambre, Freddy traverse sa porte en la cassant, et derrière cette porte, il y a aussi un miroir. Il traverse les deux. Lorsque Nancy s'endort dans sa salle de bain, elle passe de la réalité de cette petite baignoire bien enveloppante au cauchemar de l'immensité des profondeurs. Elle finit presque noyée. Toutes ces actions tendent à brouiller le réel et l'onirique dans le film. Je tenais pour finir à parler de la fin du film. Lorsqu'elle tourne le dos à Freddy pour lui voler tout son pouvoir et qu'elle lui demande de récupérer ses amis et sa mère, on croit qu'il a disparu. Il y a un cut et ensuite il y a la scène finale. Pour moi, ce cut symbolise une ellipse temporelle où entre-temps, elle a fini par se rendormir, apaisée, croyant que Freddy n'était plus là et que même il lui avait rendu sa mère et ses amis. Sauf qu'ils sont bel et bien morts et que ce sont que des illusions créées par Freddy, des projections du subconscient de cette rêveuse Nancy que Freddy utilise et déforme. Et entre-temps, jusqu'au volet numéro 3 Dream Warrior, Nancy était sous hypnocyle pour ne pas crever. Et voilà, tadam, voici la fin du film. Un film où le monstre, à la fin, n'était pas mort. Je vous laisse en compagnie de cette magnifique comptine interprétée par Red Circle. Et bon néant à tous. 1, 2, Freddy's coming for you. 3, 4, better lock your door. 5, 6, grab a crucifix. 7, 8, gotta stay up late. 9, 10, never sleep again. Non, ça c'est la petite maison dans la prairie. Ce qui est drôle, c'est que vers la fin du film, lorsque Nancy ramène Freddy, elle lui met un coup de cafetière dans la tête, comme pour dire ah, je t'attaque avec mon arme. Mon arme, c'est l'éveil. Ça fait mal, hein, enfoiré. Éveille-toi.